Alors nous accueillons Valentin Bellassem en distanciel aujourd'hui, directeur de recherche INRAE et qui donc va aborder ces questions de consommation. Valentin, si vous nous entendez. Petit complément de réponse, il y a une personne qui demandait si les connaissances avaient changé sur la question du travail du sol. Je pense que oui, en fait, hein, par rapport à la fin des années 2000. Les années 2010, en fait, ont montré, et ça s'est conclu enfin, c'est ce qu'on a retranscrit dans l'expertise collective INRAE, stocker du carbone en agriculture, que le travail du sol, en tant que tel, dans un climat, dans le climat français en tout cas, n'avait pas d'impact sur le stockage de carbone dans les sols, juste redistribuait plus en profondeur le carbone. Alors pour autant, si on parle d'agriculture de conservation, les cultures de couvert, elles ont bien un effet de stockage, hein. Donc voilà, juste pour dire que là-dessus, je pense que les connaissances ont un peu évolué. Ok, super. Bah, bonjour à tous. Donc désolé de ne pas être présent avec vous aujourd'hui. C'est sûr que c'est moins sympa, mais c'est ma petite contribution du jour à l'atténuation du changement climatique. Donc j'ai bien vu la présentation de Thomas. Pas grand-chose à y rajouter. Je voulais quand même évoquer le fait qu'on parle souvent de... Enfin, pourquoi est-ce qu'on parle autant de changement climatique? Et puis parfois, on me dit, pourtant je travaille pas moi que sur le climat, mais on me dit parfois, oui, mais il n'y a pas que le climat. Donc c'est vrai, il n'y a pas que le climat et l'évaluation multicritère notamment, dont on parle beaucoup et qu'on fait beaucoup, est très intéressante. Mais parfois ça amène à amalgamer multicritères et équicritères, qui n'est pas la même chose. Et je pense qu'il faut quand même se rappeler que le changement climatique, c'est l'enjeu environnemental le plus menaçant. Alors pour moi, le plus clair là-dedans, c'est le dernier rapport du GIEC qui dit que, en tout cas, au train où vont les choses et sans augmentation d'atténuation du changement climatique, il sera impossible de vivre entre les tropiques à partir de 2080, du fait de la combinaison des températures et de l'humidité. Et dans cette bande intertropicale vit 40% de la population de la planète, hein. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, sur le multicritère, je pense qu'il faut l'utiliser pas en mettant un poids de 1 à tous, mais en regardant en fait si un petit changement, par exemple sur le climat, une petite amélioration, se fait au prix d'une grande détérioration d'un autre critère. Et là, il faut peut-être réfléchir. Mais par contre, il ne faut pas juste faire la somme moyennée des différents critères. Bon, heureusement, je pense que c'était assez bien compris par les politiques, et le climat est plutôt au sommet de l'agenda politique par rapport aux autres enjeux environnementaux. Et puis, quand on parle d'alimentation, il y a aussi quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, en plus, on a peu de chances de faire trop d'erreurs parce que l'impact climatique dans le secteur alimentaire, il a le bon goût d'être corrélé à la plupart des autres impacts. Euh, donc, il y a plusieurs études qui montrent ça. Alors, ceci étant dit, et puis étant donné le sujet de la conférence, on peut se demander quelle est la pertinence de l'agriculture biologique et même, pour élargir, des autres produits de qualité sur ce sujet, donc de l'atténuation du changement climatique. Là, je veux présenter sous une autre forme finalement ce que Bastien vous a déjà présenté. Euh, c'est l'impact des produits bio, donc là rapporté à l'unité de produit et comparé au conventionnel. Euh, et si je résume grossièrement les études sur le sujet, ben, Euh, soit les méta-analyses ne concluent pas sur l'impact relatif du bio versus conventionnel par unité de produit, soit elles concluent qu'il est à peu près équivalent. Et en tout état de cause, hop, même quand il est légèrement différent, c'est extrêmement rare que la différence entre AB et conventionnel dépasse les 10%, a fortiori, et ça Bastien l'a rappelé, quand on regarde les céréales et les produits bovins qui dominent les surfaces agricoles et les régimes alimentaires. Donc ça pose une vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on va parler du bio finalement? Donc je vais y répondre, mais je vais faire un petit détour par les émissions liées à l'alimentation. Et puis ensuite, ben, je parlerai de comment est-ce qu'on fait pour changer les comportements alimentaires. Et la réponse, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien comment faire. Alors, bah ça, Bastien vient de le rappeler, donc à l'échelle mondiale, 75% des émissions ont lieu avant la sortie de la ferme. Euh,
Ça fait plutôt un tiers d'ailleurs des émissions mondiales, hein, si on rajoute la partie que vous voyez ici en orange foncé, qui sont les émissions liées au changement d'usage des terres, donc typiquement retournement de prairies ou déforestation. Donc c'est une part importante. En France, c'est un peu moins, comme vient de le rappeler Bastien. Mais dans ce tas-là, il y a quand même une part euh, très importante qui vient des produits animaux. Donc, je vous ai figuré là une étude qui a vraiment marqué dans Science de Pour et Nemesek, où vous voyez les émissions de gaz à effet de serre de différents types de produits en kilos de CO2 rapportés à 100 grammes de protéines. Et donc, vous voyez en haut là les émissions liées à la viande de ruminants, donc autour de 50 kilos de CO2 par 100 grammes de protéines pour le bœuf. Un peu moins quand c'est de la vache de réforme ou des petits ruminants. Mais surtout, ce qui est marquant, c'est qu'en fait, quand on passe aux autres produits, le gap est tellement grand qu'on est obligé de changer d'échelle. Vous voyez que l'échelle va entre 0 et 75. Pour voir quelque chose, on est obligé de passer à une échelle de 0 à 15. Et donc, encore sur cette échelle, les premiers sont les autres produits animaux, hein, avec le fromage, le porc, etc. Et quand on arrive aux produits végétaux, ben, on se retrouve sur des chiffres beaucoup plus faibles, hein, de l'ordre de quelques kilos de CO2 par 100 grammes de protéines. Et bon, je ne vais pas vous montrer en détail, mais ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur la bonne corrélation entre le changement climatique et les autres indicateurs environnementaux. On a à peu près la même chose sur les autres impacts environnementaux. Euh, Vu d'une autre manière, je vous ai mis ici un petit résumé du potentiel de réduction des émissions alimentaires via différents leviers. Donc Thomas l'a rappelé, l'objectif que ce soit à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Union européenne, c'est de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture à l'horizon 2050. Et si on regarde ce qu'on peut faire au niveau des fermes, ben, finalement le potentiel il est de l'ordre de 10 à 20%. Au niveau des filières, donc notamment en réduisant le gaspillage alimentaire, on est sur le même ordre de grandeur. Et vraiment, ce qui change d'ordre de grandeur en termes de levier, c'est la modification du régime alimentaire, c'est-à-dire une moindre consommation de produits animaux. C'est ce qui vous est mis là sur ce graphique qui est à l'échelle mondiale. Donc, vous voyez les projections d'émissions de gaz à effet de serre, les leviers filières, les leviers technologiques au niveau des exploitations agricoles. Et puis là, en vert, vraiment, ce qui fait la différence, c'est de changer les régimes alimentaires. Alors, on a parlé un peu de transport. Donc du coup, je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus. Donc effectivement, le transport, c'est pas totalement négligeable quand même, hein. C'est-à-dire que ça fait un petit 20% de l'empreinte carbone de l'alimentation du secteur alimentaire français. Mais est-ce que les circuits courts permettent de faire quelque chose là-dessus? Bah, c'est pas du tout évident pour plusieurs raisons. La première, c'est que le transport international là-dedans, il fait qu'un petit tiers. Et finalement, le circuit court, on peut se dire qu'il réduit en premier lieu le transport international, a fortiori parce que ce qui fait un gros tiers, enfin un petit tiers aussi de ces émissions liées au transport, c'est les trajets d'approvisionnement des particuliers qui, eux, sont faiblement impactés ou plutôt impactés dans le mauvais sens par les circuits courts. Et c'est pour ça que les quelques études, hein, il n'y en a pas 36, mais qui regardent si les circuits courts donnent un avantage, même juste sur le segment transport, hein, sans prendre en compte ce qui se passe dans les fermes où là, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'énormes changements, ben, en fait, on ne trouve pas d'avantage clair en termes de réduction d'émissions liées au transport pour les circuits courts, pour deux raisons. La première, c'est que certes, ben, les produits voyagent moins, hein, en distance totale, mais il y a quand même des économies d'échelle sur les circuits longs. Grosso modo, on voyage beaucoup, mais sur des gros vraquiers qui ont du coup une émission à la tonne faible. Et l'autre point, c'est la part importante du trajet de consommateur qui a tendance plutôt à augmenter en circuit court. Enfin, l'exemple catastrophique, c'est la cueillette à la ferme, où là, les consommateurs prennent souvent la voiture pour faire de l'ordre de 10-20 km pour aller cueillir quelques kilos de fraises, quoi.
Alors, euh, quelle pertinence du coup du bio, des circuits courts pour le changement climatique, l'atténuation? Bah, je vous ai remis la même diapo, mais je vous ai rajouté à droite d'autres études qui, elles, s'intéressent à l'impact du régime alimentaire des gens qui mangent plus de bio. Et ce que vous pouvez voir, bon, on va laisser tomber les hectares tout à droite, là, on va regarder la colonne CO2, c'est que, bon, il n'y en a pas 36 encore des études comme ça, mais il y en a une en Allemagne qui montre que finalement, c'est à peu près équivalent, et puis il y en a deux en France qui montrent que les gens qui mangent plus bio ont un impact carbone plus faible que ceux qui mangent moins bio. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible, vu que vous venez de nous dire que euh, pour un produit donné, le bio, c'est équivalent au conventionnel. Euh, eh ben, c'est tout simplement qu'ils mangent moins de produits animaux. On l'a vu, c'est le levier principal. Alors, pourquoi est-ce qu'ils mangent moins de produits animaux? Euh, on n'est pas sûr, on ne sait pas bien, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Une possibilité, c'est que ça leur permet de gérer le surcoût d'un régime avec plus de produits bio. Donc là, c'est une étude de 2017 qui vous montre qu'en gros, s'ils mangeaient exactement la même chose, les consommateurs donc là, c'est le quintile qui mange le plus de bio, s'ils mangeaient exactement la même chose, ben, ils subiraient un surcoût d'une petite trentaine de pourcents, mais que comme ben, ils mangent moins de produits animaux, du coup, ils limitent leur surcoût à une douzaine de pourcents. Une étude plus récente d'i4C, je ne vais pas vous laisser le temps de regarder tous les petits carrés, mais grosso modo, ce que ça dit, c'est que le flexitarianisme, ça permet de compenser une prime de prix sur le bio de l'ordre de 10 à 25%, et que le végétarianisme compense une prime bio de l'ordre de 25 à 50%. Alors du coup, voilà, moi je pense que ce qui est intéressant dans le bio, dans les circuits courts et les produits de qualité, c'est ce que mes collègues sociologues appellent le réenchantement de l'alimentation. En gros, casser la routine du mangeur et du coup l'amener à se questionner, à redonner du sens à ses achats alimentaires et à intégrer peut-être la composante environnementale. Dit autrement, rendre acceptable le moins par du mieux. Alors, est-ce que ça, c'est juste un leitmotiv, un slogan, ou est-ce que ça peut réellement avoir lieu? Je pense que ça reste une question ouverte. Moi, j'aime bien donner quand même la comparaison de la consommation de vin que vous voyez là. Vous pouvez voir que depuis les années 60, elle a été divisée par 3, grosso modo, en France, et que bah, depuis les années 80, le prix unitaire du vin, par contre, et a fortiori le prix du vin sous label, que j'ai pas fait figurer ici, lui, il a substantiellement augmenté. Donc on peut imaginer que ça peut marcher. Et du coup, si ça marche, ça amène à se poser des questions et à vouloir regarder ben, l'attitude des consommateurs face à ces produits de qualité. Alors, je vais vous mettre là quelques résultats hein, qui ouvrent quelques pistes, mais je pense que c'est quand même un champ de recherche neuf et on ne sait pas encore énormément de choses. Donc, nous, on a conduit un gros projet européen qui s'est terminé en 2021 là-dessus. Et voilà un résumé des choses qu'on a pu montrer. En termes de reconnaissance par les consommateurs reconnaissent nettement mieux les labels nationaux, y compris pour le bio, donc le petit AB plutôt que la feuille verte européenne. En moyenne, ils reconnaissent mieux le label agriculture biologique que les indications géographiques. Et puis, l'appréciation par les consommateurs des signes de qualité est assez variable suivant les pays. Et quand on regarde ce qu'ils disent sur les circuits courts, alors bon, je vous passe les producteurs, mais le prix reste un critère de choix important avant les labels. Et l'origine locale a tendance à prendre le pas sur la certification et les labels. Alors, on a mené avec un doctorant aussi une étude plus quantitative en se demandant, les sociologues nous disent que les achats alimentaires, c'est routinier. C'est-à-dire que bah, on fait sa réflexion et puis ensuite, toutes les semaines, on refait un peu la même chose, on ne se repose pas la question chaque semaine. Donc ça porterait à s'attendre, si ça c'est vrai pour les produits de qualité, que bah, du coup, soit les gens ils achètent tout bio, soit ils achètent rien en bio, mais pas entre les deux. Au moins pour un produit donné, hein, par exemple pour les citrons ou je sais pas quoi. Donc
un graphe de taux d'achat euh, suivant que c'est plutôt plus du produit de qualité ou plutôt moins. Donc à droite, à l'extrême droite, c'est des consommateurs qui achètent que le produit de qualité, puis à l'extrême gauche, c'est des consommateurs qui achètent que le produit conventionnel. Bah, un graphe comme ça vérifie cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on voit que soit ils achètent que du conventionnel, bon, un peu de mix bien sûr, hein, il y a un peu d'aléa, soit ils achètent que du produit de qualité. Donc on s'est dit dans quelle mesure c'est vrai et pour quel produit. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est que déjà c'est vrai que pour le bio. Il n'y a que pour les produits bio où on trouve des consommateurs réguliers de bio. Pour les autres produits certifiés, non. Ils en prennent un peu, mais on trouve quasiment aucun consommateur qui consomme uniquement des indications géographiques pour un produit donné ou du label rouge. Bon, ensuite, je vais passer sur les détails parce que je vois que le temps tourne un peu. Euh, mais un résultat surprenant quand même, c'est que même en bio, finalement, ça représente que un tiers de la part du marché, en part de marché, un tiers du marché bio, quoi. Donc il y a quand même deux tiers des consommateurs, enfin de la part de marché du bio, qui est acheté par des consommateurs occasionnels. Et puis, encore plus surprenant, alors je vous résume le graphe, je ne vais pas vous l'expliquer pas à pas, mais c'est que les consommateurs qui sont réguliers, ben, ils sont réguliers pour un produit, mais vraiment pour beaucoup plus. Euh, voilà. Nous, on aurait pensé intuitivement que si on achetait des carottes bio, on achèterait aussi les courgettes, mais en fait, ben, pas tant que ça. Alors, l'heure tournant, je me ramène aux politiques alimentaires. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, parce que on a vu que quand même, le levier principal, c'est de changer les comportements alimentaires, plus que de changer le comportement des agriculteurs. Et donc, ben, c'est intéressant de voir quel levier on a là-dessus. Alors, le premier point, c'est qu'on mange quand même avant tout pour sa santé. Donc, si les recommandations nutritionnelles sont orthogonales aux recommandations environnementales sur l'alimentation, ça va poser de problème. Heureusement, c'est pas le cas. Je vous ai mis à droite les recommandations françaises, donc du PNNS, à gauche les recommandations du Lancet, donc la grande revue médicale en matière de nutrition. Heureusement, dans les deux cas, il est recommandé de baisser la consommation de produits animaux et, a fortiori, de viande de ruminants, donc qui, comme on l'a vu, est la plus impactante. Donc ça, c'est une autre visualisation de la chose sur laquelle, pareil, je vais passer pour des questions de temps. Alors, si on baisse les produits animaux, graphe un peu compliqué, mais extrêmement intéressant, euh, euh, jusqu'à où on peut sans nuire à sa santé, et qu'est-ce qui reste? Donc, en fait, ce que vous montre ce graphe, c'est on part d'un faible ratio de protéines végétales dans le régime, et plus on va vers la droite, plus on se décale vers des pourcentages importants de protéines végétales. Et ce que vous montre le, la ligne en bleu, là, c'est plus la ligne en bleu est élevée, et moins c'est bon pour la santé, grosso modo. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 25% et 70%, on est sur des régimes qui sont équivalents d'un point de vue santé. Donc ça, c'est la gamme. Effectivement, si on va vers moins que 30% de protéines animales dans la ration, là, on commence à dégrader légèrement sa santé. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est quels produits animaux il reste quand on pousse le curseur vers la droite. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il reste plus de viande du tout. Et il reste pas mal de produits laitiers et puis un peu de poisson. Donc ça, c'est assez raccord finalement avec l'environnement. Donc, que proposent les économistes pour s'attaquer au comportement alimentaire? Bah, ils proposent d'abord des choses indolores, donc ce qu'on appelle des mesures informationnelles, donc soit de l'affichage ou des labels sur les produits, soit des campagnes d'information, soit des recommandations nutritionnelles. Ça, c'est intéressant parce que ça coûte pas très cher, et puis c'est très acceptable politiquement, mais pour le coup, ça a un impact incertain ou quand on arrive à le mesurer, très modeste. Pour vous donner un exemple sur les fruits et légumes, en moyenne, ce type de mesure sans incitation monétaire permet d'augmenter de l'ordre de 7% la consommation de fruits et légumes, alors qu'il faudrait entre plus 50 et 100% pour atteindre les recommandations du PNNS. Et puis, là aussi, résultat assez amusant, finalement,
plus on fait appel au cortex cérébral, donc à l'aspect cognitif, et moins ça marche. Donc il vaut mieux des choses en fait qui sont plutôt des gros signes rouges, des gros warnings, qui font appel au sentiment euh, que de l'information. Alors, petit bémol hein, sur toutes ces évaluations, nous les économistes, on sait évaluer à court moyen terme, hein, quelques années, mais l'effet des recommandations nutritionnelles sur l'ordre de la dizaine d'années ou vingtaine d'années, avec le changement de génération, les enfants qui grandissent avec, ça, on ne sait pas très bien évaluer. Donc peut-être ça a un impact là-dessus, et ça, on ne le voit pas. Bon, j'ai pas le temps de vous donner l'exemple de l'affichage nutritionnel, il y a beaucoup d'études là-dessus, mais je l'ai résumé avant. Alors, autre proposition des économistes, la taxe. Alors de une, rappelons que les taxes alimentaires existent, hein. Il y en a sur les boissons sucrées, tiens, boissons sucrées soda, en fait, c'est boissons sucrées et puis tout ce qui est produits salés, sucrés et gras, et alcool. Donc pour résumer, elles sont efficaces, quelle que soit la manière qu'on l'évalue, et substantiellement efficaces. Je ne vous lis pas les chiffres. Et puis par ailleurs, les consommateurs les plus modestes, ils sont les plus sensibles, donc ce qui est à la fois bien, parce que ça veut dire que c'est sur eux que ça a le meilleur effet sur la santé, mais à la fois pas très bien, parce que c'est eux qui le payent le plus, relativement à leurs revenus en tout cas. Mais, petit problème, ça manque cruellement d'acceptabilité, surtout en ce moment. Donc, on peut faire l'inverse de la taxe, la subvention. Donc, j'ai plus trop le temps d'en parler. Pour dire que nous, on a une grande étude en cours pour l'instant, enfin à Dijon, là, on va bientôt sortir les résultats sur des chèques alimentaires ciblés sur les produits végétaux. Et puis, on peut aussi agir sur la commande publique. Et je pense que je vais m'arrêter là. J'ai mis toutes les références à la fin si vous voulez regarder les détails. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions rapidement, peut-être, avant la pause? Ah oui, en haut. Oui, on a Carola Guillaufong, chaire Bioforter à Bordeaux Sciences Agro. On a des comparaisons entre pays, des comparaisons entre la culture AB ou la consommation AB et conventionnelle. Mais est-ce que on a les mêmes résultats environnementaux, par exemple sur la culture telle qu'elle est faite en Allemagne, telle qu'elle est faite en France? Parce que je pense qu'il y a des échelles différentes. Est-ce que ça montrerait des différences importantes? J'ai pas connaissance d'études qui regardent la différence entre pays sur l'impact environnemental du bio. Je sais pas si Bastien en connaît. Pardon, je ne sais pas si la question faisait pas référence aux différentes études là, sur les régimes entre 2010. euh, Ah, sur les régimes plutôt? non, en fait, non. Non, non, sur ce point-là, il n'y a pas beaucoup de. Il y a pas de. Enfin, en tout cas, on n'en connaît pas de référence sur cette question-là, ouais. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Marine Hérault, stagiaire à la FNAM. Je voulais savoir si dans vos études, vous abordez un peu le thème de la sécurité sociale de l'alimentation, et si oui, quelle place vous donnez à la bio? Euh, alors indirectement, enfin après la sécurité sociale de l'alimentation, c'est très divers, hein. Je pense qu'il y a des conceptions très variées de ce que c'est. Euh, Moi, il me semble que ce qu'on fait là sur les chèques alimentaires, c'est une forme de ça. Et du coup, nous, ce qu'on a testé, mais ça ne veut pas dire que c'est une préconisation, hein, c'est juste on voulait voir l'effet de ça, et encore une fois, parce que euh, pour ce qui est d'impact sur l'environnement,
l'enjeu numéro 1, c'est végétaliser. On n'a pas, on n'a pas ciblé l'échec sur les produits bio. Après, je sais que dans d'autres cas, l'origine des produits ou le lieu où on l'achète peut être contraint. À Montpellier, c'est le cas. Alors, c'est pas explicitement ciblé sur les produits bio, mais parmi les magasins conventionnés, il y a quand même une disponibilité de produits bio à Montpellier plus importante que la moyenne des endroits où on peut s'approvisionner en alimentation. Merci. Ah, je vois encore 2 petites questions. Oui, alors Yann Montmartin, de la Chambre d'agriculture de la Gironde. J'avais une question par rapport à l'élevage. On voit que pour diminuer l'impact carbone, il faut changer d'alimentation, moins de viande et diminuer du coup les exploitations d'élevage proportionnellement. Est-ce qu'on a évalué l'impact de la diminution des exploitations d'élevage sur la fourniture en amendements organiques et en produits organiques? Et quelles solutions alternatives du coup pour se fournir en produits organiques? Je pense que l'évaluation, elle est relativement facile. Après, il y a eu pas mal d'études, notamment Thomas, alors plutôt dans l'autre sens, hein, sur le bio à large échelle. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème si le cahier des charges évolue pas en termes de pénurie d'apports organiques. Sur ce point, moi, il y a quand même 2 réflexions qui me semblent importantes. La première, c'est que les vaches ne font pas de fixation symbiotique de l'azote. Donc en fait, la seule chose qu'elles font, c'est déplacer de l'azote d'une parcelle à une autre. Donc si vraiment on est inquiet et on veut vraiment pas d'engrais minéraux, on peut avoir un moyen plus efficace environnementalement, en tout cas, de déplacer l'azote, c'est de faire du compost, hein. Fauchage et compost ou épandage. Et puis du coup, j'ai oublié le deuxième point. Ah si, le deuxième point que je voulais mentionner et qui rejoint du coup les études de Thomas, Sylvain et compagnie, c'est que pour faire du bio à large échelle, je pense qu'il y a quand même, faut peut-être se poser la question un jour euh, de, l'interdiction totale d'apports minéraux. Des apports modérés en engrais minéraux auraient peu ou pas d'impact sur l'environnement et permettrait finalement de circonvenir cette limitation physique des apports organiques, quoi. Édouard Bouillot, Bio Nouvelle-Aquitaine. On évalue souvent la question des circuits courts sur le changement climatique par rapport au transport. Est-ce que vous avez pu objectivement faire un lien entre les circuits courts et un régime alimentaire qui appelle à moins de transformation, moins d'industrialisation des produits agricoles notamment? C'est intéressant. Non, mais je pense que c'est une piste de recherche, hein, tout comme c'est un peu ce que je mettais derrière réenchantement de l'alimentation. Je pense que ça peut être vrai pour le bio, tout comme pour les circuits courts, quoi. J'ai pas de connaissances d'études là-dessus. Alors par contre, j'ai un collègue qui vient de soutenir sa thèse à Montpellier sur l'impact des circuits courts sur les pratiques des producteurs en circuit court et qui montre que les producteurs en circuit court, même non labellisés bio, ont tendance à utiliser moins d'intrants et notamment de produits phytosanitaires que ceux qui sont en circuit long. Ça répond pas totalement à votre question, mais c'est le seul élément objectif que j'ai. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous allons pouvoir prendre une petite pause, le temps de nous rafraîchir un petit peu.